Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Sabine Daniel. Je suis la modératrice. Problème de connexion? Oui. Bonjour tout le monde. Alors, je vous présente notre conférencier Marc-Olivier Sculé. Je ne sais pas si j'ai bien dit le nom, mais je suis désolée. Ce sera parfait. Il est étudiant en psychoéducation à l'Université de Montréal. Il va nous parler de l'intelligence artificielle qui reste un sujet fascinant et qui inquiète en même temps. Cela veut dire encore qu'il y a vraiment ce développement-là de l'intelligence artificielle qui peut apporter bien de bonnes choses dans le domaine de la santé. Alors, à vous la parole, Monsieur Marc-Olivier. Super. Bah, écoutez, bonjour tout le monde. Donc, j'allais dire ravi de vous rencontrer, mais ravi de vous rencontrer virtuellement. Donc, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. C'est pas pour rien que non seulement j'ai décidé de faire mon doctorat là-dessus, mais qu'en plus, je travaille dans plusieurs projets sur ce sujet. Donc, je vais faire de mon mieux pour rester dans mes 20 minutes. Mais si jamais vous avez encore des questions à la fin des 10 minutes, écrivez-moi, prenons une bière, prenons un café. Ça me fait plaisir de parler de tout ça. Donc, très rapidement, quand je vais parler d'intelligence artificielle, je vais déjà juste préciser que je ne veux pas parler uniquement de deep learning. C'est souvent de ça qu'on parle ici à Montréal. On est un des grands hubs pour ça. Mais on va utiliser une définition un peu plus large, ni même juste se limiter au machine learning, mais vraiment monter sur vraiment toutes les technologies, toutes les techniques qui permettent à des ordinateurs de vraiment imiter le comportement humain, notamment faire des tâches qui touchent à la réflexion. Et dès qu'on parle de santé mentale, il faut reconnaître en tout cas que l'intelligence artificielle, c'est devenu un déterminant majeur de notre santé mentale. Et il y a une raison extrêmement simple à ça. Quand on regarde notre cerveau, en réalité, on est juste un ensemble de connexions. Ça, c'est une image que je trouve absolument superbe qui représente ce qu'on appelle le connectome de notre cerveau. Donc, vraiment, les connexions qu'il y a entre les différents neurones. Et toute notre santé est liée à ces connexions. Et celles-ci, bien évidemment, dépendent énormément de notre environnement. Et juste pour prendre deux exemples dans la façon dont l'intelligence artificielle nous touche, ben, le premier, c'est simplement tout ce qui touche les réseaux sociaux. Alors là, c'est une image qui touche vraiment à tous les réseaux sociaux. C'est normal que vous ne les connaissiez pas tous, même s'il y en a des avec lesquels on est devenu beaucoup plus familier récemment. Mais même si on prend juste les principaux, prenons Facebook, Twitter, ils ont un impact majeur sur notre santé. Et parfois, on en entend parler comme si c'était vraiment la fin du monde et que passer 10 minutes sur Facebook allait nous mener directement à la dépression. La réalité est un peu plus complexe. Disons qu'il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs. Même chose pendant la période de COVID qu'on vient de vivre. On a vu beaucoup d'impacts positifs sur certains aspects, notamment du soutien, de l'information, de comment vont nos proches, mais aussi beaucoup d'impacts négatifs sur notamment l'anxiété, l'information ou d'autres aspects comme ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que clairement, ça a un impact majeur sur notre santé mentale. Et même si, pour une raison quelconque, vous connaissez quelqu'un qui fait encore partie des rares, qui n'utilise pas les réseaux sociaux, un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est simplement euh, Google. Euh, Autant dans ses algorithmes de recherche que vraiment dans ce vers quoi il va nous amener. On parle de plus en plus des bulles d'information. Là, on a une image qui touche tout ce qui touche l'information en autisme. C'est parce que pour moi, c'est un excellent exemple. Lorsqu'on a été chercher des informations sur l'autisme, par exemple le lien qui est vaccin, on va se retrouver de plus en plus dedans. Même chose si on cherche des choses qui nous rendent anxieux, on a beaucoup de chances d'en tirer de plus en plus. Et tous ces aspects-là sont déterminés par l'intelligence artificielle ou par des algorithmes. J'avais juste avant une image qui montrait certains des réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est quelque chose qui illustre bien. Facebook, on parle beaucoup du fil d'actualité qui est déterminé par les algorithmes. YouTube, même chose, nos recommandations. On s'en va de plus en plus loin avec certains services comme TikTok, qui, eux, étaient vraiment entièrement basés sur des recommandations qui sont faites par l'intelligence artificielle. Donc, clairement, un impact sur notre cerveau et donc un impact sur notre santé. Maintenant, l'aspect qui en tout cas moi m'intéresse beaucoup plus comme intervenant, c'est de réfléchir comment ça peut devenir un outil en santé mentale. Alors il y a plusieurs aspects, plusieurs façons de voir ça. La première, c'est dans la prévention. On avait beaucoup entendu parler lorsque Facebook avait commencé à lancer un algorithme
anti-suicide. J'ai le nom, mais l'idée était relativement simple. C'était d'analyser les textes, d'analyser même les publications, d'analyser certaines conversations pour pouvoir déterminer si une personne était à risque de commettre des actes suicidaires. Euh, on pourrait utiliser, et en fait on utilise déjà la même technique pour beaucoup d'autres choses, que ce soit déterminer la dépression, que ce soit reconnaître des risques, comme par exemple, on a entendu beaucoup parler de mass shooting dans les dernières années, est-ce qu'on pourrait les détecter avec ça? Même chose lorsqu'on parle de risques agressifs, donc il y a toute une idée de pouvoir vraiment faire de la prévention avant même qu'il y ait des manifestations de difficultés de santé mentale. Et là, je ne parle pas uniquement de notre écrit, mais on peut utiliser de plus en plus des wearables. Là, on avait des images comme des Fitbit, mais aussi d'autres choses qui pourraient utiliser, que ce soit notre rythme cardiaque, notre oxygène dans notre sang, beaucoup d'autres aspects, ce qui devient encore de plus en plus facile avec notamment les montres intelligentes, les cellulaires, pour pouvoir vraiment faire des mesures et pouvoir prédire ou détecter certains aspects de santé mentale. Un exemple que moi, personnellement, j'aime beaucoup, c'est l'utilisation des mouvements des yeux pour pouvoir déterminer la concentration d'une personne. Alors, évidemment, ça permet de détecter pour certains élèves les risques de difficultés de concentration, mais ça pourrait même être utilisé dans la prévention ou même dans le traitement pour pouvoir aider certaines personnes à mieux se concentrer ou en tout cas être mieux mis au courant lorsqu'ils commencent à être moins concentrés. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose que moi je trouve absolument passionnant, qui est de quitter le monde de la prévention pour vraiment commencer à rentrer dans celui de l'intervention. Et l'intervention, comme je le disais avant, ça peut être simplement d'être au courant de certaines informations. Donc, par exemple, pouvoir monitorer des variables comme le mouvement des yeux pour pouvoir intervenir plus tôt ou de façon plus efficace. Mais ça peut même être donné de façon intégrale des interventions. On a entendu beaucoup parler des chatbots, donc vraiment des systèmes autonomes intelligents avec lesquels on peut converser, souvent basés sur des approches en psychologie comme le cognitivo-comportemental, où je pourrais vous en parler plus tard, mais qui s'adressent surtout à des aspects comme l'anxiété, la dépression, et qui commencent à être quand même bien démontrés dans leur efficacité. Pendant la période du Covid, on a pu voir certains de ces impacts parce que, effectivement, la possibilité de parler à des intervenants venait d'être grandement réduite et ce type de chatbot pouvait être extrêmement utile. Là je parlais de dépression, mais ce n'est pas du tout le seul domaine dans lequel on peut faire ça. Un projet que moi, personnellement, j'adore, c'est une AI qui s'appelle Rainbow, qui est centrée uniquement sur la violence conjugale ou violence dans les relations. Je trouve ça absolument extraordinaire parce que souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un sujet extrêmement difficile à aborder avec des intervenants. Donc, le fait de pouvoir le faire avec une intelligence artificielle qui est anonyme, qui ne va pas nous juger, qui ne va pas éventuellement transmettre nos informations plus loin, en tout cas qui peut avoir cette impression de distance ou de neutralité plus élevée, peut être souvent une façon non pas de remplacer des soins ou des interventions qui sont déjà donnés, mais de les compléter ou d'être dans une phase avant. Alors, c'est sûr que là, je parle beaucoup de choses qui sont basées sur le texte. Donc, ça peut limiter pour beaucoup de personnes. Souvent, en plus, c'est limité à l'anglais ou en tout cas une seule langue. Donc, on est de plus en plus en train d'essayer de travailler pour sortir ces technologies simplement du monde de l'écrit. Un des premiers exemples que j'avais retrouvé, c'était un projet qui était centré pour toutes les personnes qui vivaient des troubles de stress post-traumatique, notamment issus de l'armée, avec vraiment, on voit que c'est des images virtuelles qui datent de 2010, si je ne me trompe pas, donc ça ressemble plus à des Sims qu'autre chose, mais avec vraiment cette idée de pouvoir discuter virtuellement avec quelqu'un, avec cette compréhension de notre langage, éventuellement des réponses basées sur du langage. Ça utilise l'intelligence artificielle de la même façon que fonctionne par exemple Siri ou Google quand on pose des questions. On essaye aussi d'aller plus loin parce que là, on a imité l'humain, mais on pourrait essayer d'aller chercher des choses complètement différentes. Et c'est ce qu'on teste notamment avec les enfants. Là, toutes ces images-là représentent des robots ou des tentatives de robots virtuels avec lesquels on pouvait communiquer. Euh, Comme on voit, il y en a des qui sont honnêtement plus effrayants qu'autre chose, des qui sont vraiment dans une vision très robotique, comme le 6, des qui sont super cute comme des petits animaux. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que chacun pouvait s'engager, notamment avec les enfants, et que ça permettait de créer des relations,
notamment avec des enfants avec lesquels nous, on n'arrivait pas à créer des relations dans la plupart du temps. Le robot que vous voyez ici au numéro 6 a été testé notamment avec des enfants autistes. On est encore en train de voir les résultats. Est-ce que vraiment les effets positifs qu'on a vus avec eux peuvent être remarqués dans d'autres situations? Est-ce que c'est généralisé auprès des intervenants? Mais de façon générale, ce qu'on remarque, c'est que les personnes s'engagent avec et que même si on ne le mesure pas encore très bien, ça a un impact. Le numéro 8 était une tentative qui n'était pas un robot réel, mais dans une réalité virtuelle. Pouvoir communiquer avec un robot, pouvoir communiquer avec une représentation virtuelle, avec des lunettes 3D par exemple, peut être utilisé pour travailler sur énormément d'aspects. J'avais vu notamment dans des recherches qui touchaient pour les personnes qui entendaient des voix, de pouvoir donner une apparence à ces voix et pouvoir communiquer avec, voire même avoir une conversation avec, pour essayer d'apprendre à mieux les gérer. C'est des domaines, une fois de plus, qui sont encore complètement en train de se développer, mais comme vous l'imaginez, c'est un domaine absolument fascinant. Finalement, un dernier aspect duquel on parle, on parle relativement peu, ou en tout cas auquel on pense relativement peu, quand on parle du domaine de la santé mentale, c'est tout celui qui touche l'information. Pourtant, c'est un élément qui est absolument central. Euh, pour donner un exemple, aujourd'hui, si on prenait toutes les personnes qui allaient manifester une difficulté de santé mentale dans leur vie, puis c'est plus de la moitié de la population, on estime qu'à peu près 70% d'entre eux ne recevront pas les meilleurs traitements, non pas parce que ces traitements n'existent pas, mais simplement parce qu'ils n'ont pas été rendus accessibles. La personne qui soit leur donnait le traitement, soit les patients eux-mêmes, n'avaient pas accès à la bonne information. C'est quelque chose, moi par exemple, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'autisme, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup lorsque malheureusement les personnes ne peuvent pas aller chercher de l'information dans des revues scientifiques ou dans des documents qui peuvent être parfois beaucoup trop complexes et se retrouvent notamment à chercher des informations sur Facebook, sur Google, sur Internet, qui est devenue une des sources d'information principales et qui, comme j'en avais parlé avant, a cette tendance à avoir des grands biais et surtout à renforcer ces biais. Et là, on parle des patients, mais malheureusement, ça peut être la même chose pour les intervenants, avec la masse d'informations qui est produite chaque jour. Ça peut être extrêmement difficile de se maintenir à jour. Alors, on a de plus en plus de projets qui se développent. Et j'en ai choisi juste deux qui se développaient à Montréal. Un qui était pris au CHUM, beaucoup pour aller suivre ce qui était la santé mentale des intervenants, comme vous l'imaginez pendant la période de COVID qu'on a eu avec tout le stress qu'il y a eu pour faire un suivi sur cette santé mentale et sur ce bien-être était absolument central. Même chose, un projet qui se passe plus au niveau de l'hôpital général juif sur les suivis de la dépression à distance, avec cette logique de pouvoir faire un suivi en direct pour pouvoir avoir les meilleures informations, les analyser par de l'intelligence artificielle, pour pouvoir donner les meilleures recommandations possibles. Et ça, c'est des domaines qui, si on arrive à répondre à ces besoins-là, peuvent justement nous aider, comme j'en parlais, à augmenter les services pour plus de 70% de la population. C'est énorme l'impact que ça peut avoir. Et dans des périodes comme celle qu'on est en train de vivre, c'est fort probable que cet impact soit encore plus élevé. Moi, personnellement, je travaille pour un projet qui s'appelle Myrine, qui est dans cette visée-là. On n'essaye pas juste de prendre de l'information, de faire des suivis, mais on se centre sur ce défi majeur qu'on vit en santé mentale et que s'il y a des intervenants qui m'écoutent aujourd'hui, vous allez pouvoir le confirmer, où on nous demande de donner les meilleures interventions possibles, ce qui non seulement nous demande d'avoir accès aux meilleures données scientifiques, ce qui est déjà un grand défi en soi, mais qui en plus nous demande de combiner ça avec toutes les données qu'on a du terrain, typiquement les suivis qu'on pourrait avoir de patients, mais qui en plus nous demande de combiner ça avec les préférences de ce que chacun pourrait vouloir. Par exemple, est-ce que cette personne veut prendre des antidépresseurs ou aimerait plus suivre une thérapie? Est-ce que cette personne est d'accord avec cette approche? Est-ce que cette personne apprécie ce type d'intervention? Comme vous imaginez, pouvoir faire des outils d'aide à la décision qui aident à tenir compte de tous ces facteurs-là et quand même donner les meilleures interventions, c'est un défi qui est extrêmement complexe, mais extrêmement passionnant. Maintenant, avec ce que je dis, ça peut donner l'impression, dans une petite présentation de 20 minutes, que puisque ça aide à la prévention, puisque ça aide à l'intervention, puisque ça aide à l'information, l'intelligence artificielle, c'est la solution qui va tout révolutionner. Honnêtement, je pense pas. Il y a des très grands défis encore à régler, comme la sécurité des données, la question de la confidentialité. Je veux dire, on parlait du fait que
par exemple, Facebook pouvait déterminer si quelqu'un était dépressif, à quel point est-ce que vous êtes à l'aise que Facebook connaisse votre état de santé mentale? À quel point est-ce que vous seriez à l'aise qu'ils le revendent, par exemple, à des assurances qui pourraient en tenir compte pour fixer vos primes? À quel point est-ce que vous êtes à l'aise que des algorithmes aient toutes ces informations sur vous? Même chose, les intelligences artificielles se basent par essence sur des données qui en général proviennent du passé. Ce qui veut dire qu'il y a deux gros problèmes. Déjà, quand l'environnement change radicalement, comme ce qu'on a vécu avec le COVID, les intelligences artificielles ont beaucoup de difficultés à s'adapter. Un exemple très basique et pas du tout du domaine de l'intelligence artificielle, mais qui, je trouve, démontre très bien ça, c'était les durées de transport pour les livraisons, notamment de Uber ou Uber Eats. Tout d'un coup, l'algorithme qui était habitué à ce qu'un chemin prenne 30 minutes ne comprenait pas qu'il y avait beaucoup moins de voitures parce que notre système était complètement différent et que du coup, maintenant, ça prenait 3 minutes ou 5 minutes. C'est la même logique. Tout d'un coup, lorsqu'on a eu des montées de dépression, même si nous, on sait très bien à quoi c'est lié, il y a un facteur clé, comme par exemple le COVID, l'algorithme va prendre beaucoup de temps pour apprendre à s'adapter à ces situations exceptionnelles. Même chose, toutes les bases de données sur lesquelles on se base ont des biais. Et ça, c'est quelque chose que on devrait vous répéter à chaque conférence qui touche de l'intelligence artificielle. Il y a des biais partout. Et la santé mentale n'est pas du tout une exception là-dedans. Par exemple, on a beaucoup moins de données sur les hommes en santé mentale que sur les femmes. On a beaucoup moins de données sur des minorités. On a beaucoup moins de données sur beaucoup de parties de la population qui sont beaucoup moins représentées. Ce qui veut dire que par essence, nos algorithmes vont avoir des biais. Même chose, ces algorithmes se basent souvent sur des décisions que nous, en tant qu'intervenants, nous prenons. Et malheureusement, comme nous avons des biais, on risque de leur transmettre aussi. Un exemple qui venait du domaine de la santé, mais que j'ai trouvé illustrer très bien ça, c'était un algorithme qui, d'après ses analyses, favorisait hautement les personnes blanches pour les soins. Elle estimait que ces personnes avaient besoin de plus de soins et qu'il fallait y faire plus attention, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Mais l'intelligence artificielle est clairement un outil qui va révolutionner le domaine de la santé mentale, tout comme l'ordinateur l'a été. Mais une fois de plus, tout comme l'ordinateur, ce n'est qu'un outil. Maintenant, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la place que peut jouer Montréal là-dedans. Je suis biaisé, je suis un Suisse qui est venu à Montréal parce que je trouvais qu'il s'y passait des choses passionnantes. Enfin, je vais vous dire qu'il s'y passe des choses passionnantes. Mais honnêtement, il s'y passe des choses passionnantes. Il y a un réseau quand même très puissant en santé mentale. Et je sais que c'est facile lorsqu'on est dedans de voir toutes les limites qu'il y a dedans. Ça change rien au fait qu'il est quand même extrêmement fort. Même chose au niveau de l'intelligence artificielle, et notamment sur la question de l'éthique en intelligence artificielle, qui, comme vous l'imaginez, est centrale justement dans cette réflexion sur la santé mentale. Montréal est bien placé. Même chose, il y a de plus en plus de centres d'innovation, de start-up, qui commencent à essayer de créer des liens entre les grands milieux de pratique, les start-up, les personnes qui pourraient soutenir ça. Donc, on a quelque chose qui est de plus en plus dynamique. Et je ne veux pas dire que tout est parfait. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait mener. Mais objectivement, on a quand même quelque chose d'extrêmement fort. Et là, je parle de Montréal parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais il y a l'air d'avoir exactement les mêmes approches dans plusieurs centres au Québec ou au Canada. Moi, personnellement, j'espère que par cette conférence, mais aussi par tout ce qu'on fait pour essayer de mettre ensemble toutes les personnes qui agissent dans le domaine de la santé mentale, on puisse vraiment faire de Montréal un leader de l'intelligence artificielle en santé mentale. Fait, voilà pour une présentation en 20 minutes. Une fois de plus, j'aurais aimé pouvoir vous en parler pendant 3 heures. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Et comme je le disais, n'hésitez pas si vous voulez me recontacter pour en parler plus en profondeur. Fait que maintenant, je suis disponible pour toutes vos questions. Je suis désolé, je ne sais pas si je suis le seul, mais je n'entends pas ce que tu dis pour l'instant. Ah, Ah, excusez-moi. là, c'est bon. C'était pas le seul. Alors, pour reprendre la question, on voulait savoir, est-ce qu'il y a une organisation ou un outil qui offre le service d'intelligence artificielle pour évaluer la santé mentale des employés, des intervenants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se retrouve présentement que les organisations pourraient utiliser présentement à l'heure actuelle?
Alors, la grande difficulté dès qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est que c'est souvent très spécifique. Donc, par exemple, si vous voulez évaluer la santé d'employés qui se retrouvent à travailler dans une banque ou qui essaient de travailler dans un hôpital, ça va être extrêmement différent. Même chose quand on parle de santé mentale, est-ce qu'on peut plus connaître l'anxiété, la dépression ou d'autres aspects comme ça? Donc, il y a des outils. Ensuite, maintenant, le grand défi, c'est trouver l'outil qui correspond le mieux à votre organisation. Et ça, souvent, ça demande de la consultation, en tout cas de la discussion. Et souvent aussi, ces outils sont encore en train de se développer. On est dans une période extrêmement prolifique pour ça parce que, ben, comme vous l'imaginez, il y a beaucoup de besoins. Donc, oui, il y en a, mais souvent, ça passe par plusieurs expérimentations, par plusieurs recherches, par plusieurs tests. Et le mieux, c'est vraiment de discuter soit avec des chercheurs, soit avec des experts de ce domaine pour pouvoir être un peu conseillé là-dedans. OK. Et selon vous, quel serait le coût approximatif pour une entreprise de s'investir à utiliser l'intelligence artificielle pour évaluer la santé mentale dans son organisation? Alors, je suis désolé, ma réponse va être super plate, mais j'en ai absolument aucune idée. Parce que ça dépend, honnêtement, ces temps, et pour beaucoup d'organisations, comme par exemple, nous, c'est ce qu'on fait énormément, c'est complètement gratuit pour ces organisations, pour une raison relativement simple, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont en développement. Donc, le fait de simplement pouvoir accéder à l'organisation, de pouvoir utiliser les données pour améliorer l'algorithme, faire des collaborations de recherche, permet à beaucoup d'organisations d'y avoir accès à des prix qui sont extrêmement bas, voire même gratuitement dans le cadre de certaines collaborations de recherche. Par contre, ensuite, quand on parle de vraiment un domaine dans lequel un outil a été validé pour pouvoir mesurer auprès de tous les employés en fonction de certaines données que vous avez, ça peut coûter cher en fonction de l'adaptation qui va devoir venir. Et je ne vais pas faire une estimation de prix là maintenant parce que malheureusement, mon responsable financier n'est pas avec moi et risquerait de me dire que je dis des bêtises. Excellent. Alors, on a parlé tout à l'heure des avantages, des défis. Quels sont les réels dangers de l'intelligence artificielle dans la santé mentale? Alors, je pense que une fois de plus que je vais exprimer que mon point de vue, mais il y a plusieurs dangers qui sont quand même présents. Le premier, c'est l'impression que l'intelligence artificielle pourrait remplacer des intervenants. Il y a vraiment quelque chose de très, on va dire, il y a un grand intérêt à aller dans cette optique-là. Déjà pour des raisons purement financières, simplement se dire si je paye un algorithme plutôt que payer 50 intervenants, ça peut être très rentable dans une période dans laquelle beaucoup d'organisations sont dans des difficultés financières. Le gros problème, c'est que nos algorithmes ne sont et ne seront sans doute jamais aussi efficaces qu'un intervenant. Ils n'ont même pas comme but ou comme objectif de les remplacer. C'est vraiment une optique de venir agir en complémentarité. Quand je parlais justement de l'algorithme qui aidait pour les personnes victimes de violences dans leur couple, ça ne peut pas remplacer un intervenant. Par contre, ça peut aller chercher des personnes qui ne viennent pas parler à des intervenants. Donc, il faut vraiment aller dans cette optique de complémentarité beaucoup plus que remplacer. Et ça, c'est très important et c'est un danger qui existe beaucoup dans cette phase où on découvre l'intelligence artificielle. Deuxièmement, les biais, j'en parlais et je pourrais faire une conférence majeure là-dedans. Euh, Lorsqu'on développe un algorithme, on le développe auprès d'une population, à partir d'un ensemble de données. Ça veut dire que par essence, nos données sont incomplètes, même quand on a des données très massives. Et ces biais-là, quand on est dans des choses comme par exemple, est-ce que Netflix va me recommander le meilleur film? C'est pas trop grave s'il se trompe. Par contre, quand on est dans est-ce que l'intelligence artificielle va me recommander le meilleur médicament ou le meilleur antidépresseur, les risques sont extrêmement forts. Donc, il y a vraiment un travail de avoir une certaine précaution sur ces biais-là. D'un autre côté, un autre risque, et je suis désolé parce que ça va sembler un peu opposé à ce que je viens de dire, c'est le risque aussi de trop se méfier de l'intelligence artificielle. C'est un changement qui est en train d'avoir lieu. C'est quelque chose qui va avoir un impact majeur dans notre milieu de pratique. Et si on le regarde vraiment en ne voulant pas s'y impliquer, en se disant je ne veux pas intégrer ça, il y a beaucoup de chances que les décisions éthiques, que les tests qui soient faits par des énormes entreprises qui n'ont pas forcément à cœur le bien-être de nos patients ou de nos organisations ou de notre service public. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre être sceptique et garder une certaine précaution, mais aussi être jusqu'à un certain niveau innovateur et prendre des risques pour essayer de l'intégrer de façon, on va dire, sécurisée. Et une des dernières questions, je te dirais qu'on a parlé de prévention, l'intervention, l'information, mais tout ça s'applique à une génération qui, qui est très habile avec la technologie. Mais Mm.
Qu'est-ce qu'on fait de nos aînés qui ne sont pas nécessairement connectés et qui sont en train de vivre une pandémie où ils doivent se sentir plus connectés, utiliser la technologie? Peut-être l'intelligence artificielle délaisse nos aînés. Oui, c'est honnêtement quelque chose qui, lorsqu'on parle de réflexion éthique, qui est majeur parce que c'est des outils qui, par essence, vont effectivement s'appliquer mieux à des gens qui sont plus connectés, des gens qui souvent ont des bonnes connexions à Internet, des gens qui ont plus tendance à utiliser l'écrit, des gens qui vont être plus proches de nos groupes de tests, ce qui fait qu'il y a vraiment une anxiété de savoir est-ce que les outils qu'on est en train de développer ne vont pas finalement aider que ceux qui en ont le moins besoin, entre guillemets, ceux qui ont déjà accès aux plus de ressources. Et il y a vraiment tout un travail à faire pour s'assurer que ce ne soit pas le cas. Comment le faire? Honnêtement, c'est un sujet, c'est un champ de recherche en entier. Tout ce qui est la fracture numérique, la littératie numérique, la littératie informationnelle, c'est des domaines dans lesquels c'est extrêmement complexe parce que souvent c'est un ensemble de facteurs. Donc oui, il y a des solutions comme par exemple typiquement, créer quelque chose qui utilise la voix plutôt que l'écrit, créer quelque chose qui soit plus facile à utiliser au niveau des interfaces, créer, de rendre des tablettes, par exemple, disponibles à nos aînés, comme ça a été fait pendant le COVID. On a plusieurs initiatives qui sont là-dedans. C'est fort probable que ça prenne des centaines d'initiatives différentes pour essayer de limiter cette fracture-là. Mais Mhm. malheureusement, cette fracture risque fort de rester et il faut réfléchir sur justement s'assurer que ces nouveaux services en intelligence artificielle ne signifient pas l'élimination des anciens services parce qu'il restera toujours cette partie de la population qui va en avoir besoin. Typiquement, ces temps, on est beaucoup dans la télémédecine, super pour toutes les personnes à qui ça convient. Si à un moment Exact. on se dit on va investir que sur la télémédecine, il y aura un grand danger pour les personnes qui n'ont pas accès à ça. Mhm. Alors, ça peut être un outil complémentaire, comme vous dites, avec qu'est-ce qu'on a déjà de traditionnel. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et s'il y a vraiment un message que j'aimerais faire passer aux gens, c'est que, une fois de plus, c'est un outil et ça ne reste qu'un outil. On a cette vision de l'intelligence artificielle comme un petit robot complètement autonome qui vient voler notre travail. C'est absolument pas ça qui est en train de se passer. C'est en train de révolutionner notre domaine, oui. Ça va changer la façon dont on intervient, oui. En tant qu'intervenant, on va se baser beaucoup plus sur des algorithmes, on va en utiliser beaucoup plus, on va avoir beaucoup plus de soutien là-dedans et ça va faire que notre domaine va changer beaucoup, mais ça ne remplacera pas les humains et ça ne doit pas remplacer les humains. C'est dans un but complémentaire et c'est dans un but, en fait, d'augmenter nos capacités. Comme mot de conclusion, j'aimerais ça savoir quelles sont les trois recommandations pour toi à l'heure actuelle. On est en train de vivre une pandémie, on est à la deuxième vague. Est-ce que tu as trois recommandations pour s'assurer qu'on a une bonne santé mentale avec l'intelligence ou sans intelligence artificielle? C'est une excellente question. Honnêtement, là, ça va être plus mon côté intervenant qui va ressortir beaucoup plus que mon travail en intelligence artificielle, mais je pense qu'une des choses fondamentales, c'est déjà de reconnaître la difficulté dans laquelle on est. Objectivement, je Mm. vois beaucoup de personnes essayer de garder exactement le même rythme qu'ils avaient avant et parfois même encore avec une pression pour innover encore plus, faire encore plus, participer à encore plus de choses. C'est normal que ce soit difficile et c'est normal d'aller chercher du soutien pour passer à travers cette période difficile. Ça, pour moi, c'est un aspect fondamental. Ensuite, ce soutien peut être avec des humains, ça n'a même pas besoin d'être des professionnels. Ça peut être avec de l'intelligence artificielle. Si vous trouvez des outils qui vous parlent, que ce soit des chatbots, que ce soit d'autres systèmes qui peuvent vous aider, tant mieux. À la fin, la deuxième recommandation que je vais vous donner, c'est n'hésitez pas à utiliser des outils d'intelligence artificielle si vous trouvez qu'ils vous correspondent. C'est vous qui êtes le meilleur juge pour savoir qu'est-ce qui correspond à vos besoins, qu'est-ce qui vous aide ou qu'est-ce qui vous aide pas. Donc, n'hésitez pas à les tester. Et ma dernière recommandation serait par contre, vérifiez comment sont utilisées vos données, parce que c'est des données qui vous appartiennent. Et autant la majorité des organisations qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle font très attention à ça, notamment à Montréal, autant ce n'est pas le cas partout. Donc faites juste attention à ça. Et si jamais vous avez la moindre question, je vais le répéter encore, mais c'est quelque chose que je pense sincèrement. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me demander, ça me fera plaisir de répondre, même si parfois je peux prendre un peu de temps pour le faire. Merci beaucoup à Marc-Olivier de répondre à toutes ces questions, puis aussi à nous donner toute toutes les possibilités qui s'offrent à nous avec cette intelligence artificielle. J'espère que la discussion a été enrichissante pour tous et toutes. Et si tu pourrais afficher ton courriel ou tes coordonnées, ça serait bien apprécié pour ceux et celles qui ont participé. Oui, je vais le mettre. Est-ce que je peux le mettre directement dans le chat? Oui, mets-le dans le chat.
Et merci à tout le monde et à bientôt.